Le troisième bienfait des services publics, c'est la régulation de l'activité économique. Si on essaie d'imaginer ce que serait l'activité économique s'il n'y avait aucune règle, dans une économie capitaliste, une économie de marché, les entreprises seraient tentées de tourner les coins ronds puis de faire des choses que socialement on trouve inacceptables. Et une partie importante de l'État et des services publics et des programmes dont s'occupent les ministères, c'est de faire en sorte de mettre en place des règles et de s'assurer que ces règles-là sont respectées. Parmi les exemples qu'on peut donner, il y aurait peut-être tout ce qui concerne le droit du travail. Donc, une entreprise, pour faire du profit, doit respecter certaines normes lorsqu'elles embauchent les gens. Elle doit respecter les heures maximales de travail par semaine. Elle doit respecter le salaire minimum. Elles ne peuvent pas embaucher des enfants ou des gens à partir d'un certain âge. Et lorsqu'il arrive des accidents, elles doivent contribuer à une caisse où les gens vont pouvoir se faire compenser pour les accidents qu'ils ont eus. L'autre exemple qu'on peut donner, c'est en matière environnementale. Si on enlevait toutes les règles environnementales, évidemment, ça serait un incitatif pour les entreprises pour maximiser leurs profits à rejeter leurs déchets, soit dans l'atmosphère ou dans l'eau. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une réglementation environnementale pour s'assurer qu'on protège l'environnement le mieux possible. Il y a sûrement beaucoup de travail encore à faire pour améliorer les règles et leur application, mais à tout le moins, les services publics, l'action de l'État dans ce domaine-là a fait en sorte qu'on a civilisé un peu la recherche du profit et l'activité économique. Le quatrième bienfait des services publics, c'est le soutien que l'État apporte aux gens dans des moments un peu plus difficiles de la vie. Donc, dans ces moments-là, la société vient épauler un individu qui vit une période un peu plus difficile pour essayer de faire en sorte que la personne puisse conserver une qualité de vie et certains revenus, en fait. Alors, quels sont ces moments-là de la vie un peu plus difficiles? On pourrait penser quand on perd son emploi. Alors, quand on perd son emploi, on n'a pas de revenus, tout ça. Donc, on a décidé de fonder un système qu'on a appelé l'assurance chômage ou maintenant l'assurance emploi pour faire en sorte qu'on puisse avoir certaines compensations le temps de se retrouver un autre emploi. Donc, c'est un service public qui, quand on ne l'a pas, on se rend compte que c'est pas mal important. Quand on l'a, des fois, on prend ça pour acquis, mais ça améliore grandement la qualité de vie quand on vit des périodes un peu plus difficiles comme ça. D'autres moments, c'est des accidents. Je donnais l'exemple des accidents de travail, mais ça peut être un accident de la route, ou la maladie. Donc, à tous ces moments-là, l'État nous vient en aide pour essayer qu'on puisse passer au travers de cette période un peu plus difficile de façon un peu plus agréable. Ou moins difficile, en fait. Le troisième exemple, c'est les garderies et les congés parentaux. Sans être un moment difficile, la naissance d'un enfant, c'est un moment plus réjouissant, mais ce que ça a permis, les garderies et les congés parentaux, c'est de permettre aux femmes de retourner, quand elles le désirent, sur le marché du travail, et ça leur a permis d'acquérir une autonomie financière qu'elles avaient plus difficilement avant. Tout ce soutien que l'État nous apporte par le biais des services publics amène une amélioration de la qualité de vie et une certaine protection contre des choses qui nous arrivent dans la vie, des moments un peu plus difficiles. Et tout ça, ça vient des impôts qu'on paye. C'est collectivement qu'on se donne tous ces services-là. Un autre bienfait des services publics, c'est d'améliorer la mobilité sociale. Qu'est-ce que c'est la mobilité sociale? C'est la capacité d'un individu de passer d'un groupe social à un autre. Ce serait par exemple qu'un enfant d'une famille modeste puisse monter les échelons pour accéder à un niveau de revenu supérieur à celui de ses parents. Et ce qu'on constate, quand on regarde les études qui font des comparaisons internationales, c'est que dans les pays où les services publics sont plus étendus, où les impôts sont plus élevés, où la répartition de la richesse est plus grande, la mobilité sociale elle est meilleure. Ces études internationales-là, ce qu'elles nous montrent, c'est que si on prend comme référence les États-Unis, et qu'on compare la mobilité sociale d'autres pays à celle des États-Unis, on voit que, par exemple, le Royaume-Uni et les États-Unis ont une mobilité sociale pas mal similaire. Cependant, en Allemagne, par exemple, la mobilité sociale est 1,5 fois meilleure qu'aux États-Unis. Et quand on regarde d'autres pays où les services publics sont aussi fort importants, par exemple, le Canada, la Finlande, la Norvège ont une mobilité sociale 2,5 fois plus grande que celle aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et encore plus, au Danemark, la mobilité sociale, elle est 3 fois plus grande.
Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'un enfant qui naît dans un milieu pauvre au Danemark a 3 fois plus de chances d'accéder à un niveau de revenu plus élevé, plus important que s'il était né aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Donc, on voit que l'égalité des chances puis la possibilité de passer à un autre niveau de revenu est beaucoup plus grande dans les pays où les services publics sont étendus. Comment expliquer cette meilleure mobilité sociale dans les pays où l'impôt et les services publics sont plus importants? Bien, la première raison, c'est qu'il y a des politiques de distribution des revenus puis de richesses. C'est donc ces impôts-là qui font en sorte de percevoir une somme importante d'argent dans les classes aisées et de la remettre soit directement aux classes plus pauvres ou sous forme de services gratuits, fait en sorte d'améliorer les chances des gens des classes plus pauvres d'accéder à un meilleur niveau de revenu. Le deuxième grand élément d'explication de la meilleure mobilité sociale, c'est un système d'éducation plus accessible. Quand on impose fortement les gros revenus puis qu'on prend cet argent-là pour fournir l'éducation gratuite aux enfants des classes plus modestes, mais ce que ça fait, c'est que ces gens-là acquièrent une formation qui leur permet par la suite de gagner de plus importants revenus. Je peux donner l'exemple d'un ami à moi qui est marié avec une fille qui vient d'une famille de 3 enfants, dont le père est mécanicien et la mère était enseignante dans une école primaire. Eh bien, les 3 filles sont devenues des médecins spécialistes au Québec. Une des raisons du fait que ces filles-là aient pu accéder à un niveau de revenu vraiment important que l'emploi de médecins spécialistes donne, ben c'est le fait qu'au Québec, l'éducation était pas chère, notamment l'éducation universitaire. Donc, ces exemples-là de gens qui partent d'un milieu modeste puis qui accèdent à un niveau de revenu vraiment important, ben, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fréquent dans les pays où les services publics sont étendus, où l'impôt et la répartition de la richesse est importante et où l'éducation est accessible et peu coûteuse.